Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. La vie dans la famille du petit Louis a enfin repris son cours normal. Le garçonnet est en bonne santé, visiblement pas fatigué du tout. Après 30 heures de recherche, il a été retrouvé hier soir à 800 mètres de son lieu de vacances dans la Drôme. 0 médaille au premier jour, ce n'était pas arrivé depuis 20 ans. Les athlètes français ont semble-t-il pris un faux départ au JO de Pékin. Le monde entier s'inquiète ce soir de la guerre qui fait rage entre la Géorgie et la Russie. Comment éviter l'escalade dans cette région porte de l'Europe? Le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner répondra tout à l'heure à nos questions. Il est notre invité dans ce journal. Bonsoir et à tout à l'heure. Attention aux cadeaux empoisonnés cet été, sacs, t-shirts, lunettes. La contrefaçon de grandes marques a envahi les plages, mais pour les acheteurs, cela peut coûter cher. Vous verrez que les douanes ne plaisantent plus. Avec ce phénomène, ce sera notre grand format de cette édition. Et puis nous partirons sur une plage, pas envahie du tout, par rien, ni personne ou presque. Ce soir, notre série sur les plages secrètes nous conduira sur les rives d'un lac dans les Vosges. On commence avec une bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume, une excellente nouvelle même. Le petit Louis va bien ce soir, très bien, et visiblement ces 30 heures d'escapade ne lui ont laissé aucune séquelle, ni physique ni psychologique. Nous vous le disions dès hier soir, il a été retrouvé non loin du gîte où il passait des vacances avec ses parents dans la Drôme, tout simplement endormi sous un arbre. Stéphane Despinois, Benoît Jourdan. Louis n'est pas abattu, bien au contraire. Après près de 30 heures de cavale dans la montagne, le voilà déjà reparti ce matin. À la chasse dans le jardin, apparemment pas du tout traumatisé par son étonnante escapade. Il était un peu tout chose au début avec tout le monde, mais après, non, il était tout à fait naturel et pour lui, tout allait bien. À peine déshydraté, juste un peu écorché. Il est parti se promener en forêt et il s'est perdu. Il a dû beaucoup dormir. À Verclose, pendant les recherches, les habitants n'ont pas ménagé leurs efforts, à commencer par le propriétaire du gîte. Avant sa disparition, il avait promis au petit Louis un tour de tracteur, promesse tenue ce matin. Avec le tracteur, j'ai ramené le petit Louis à peu près où il a été retrouvé. Et quand il est arrivé là-haut, je veux retourner voir ma main, hop, on l'a remis dans le tracteur et chut, on est revenu. Alors est-ce que ça y a fait un choc? Louis, le voici hier soir dans les bras du pompier qui vient tout juste de le retrouver. Un peu surpris par toute cette agitation autour de lui, mais pas prostré. Il était à quelques centaines de mètres seulement du gîte, mais dans un relief très accidenté. Il était donc couché sous un arbre en train de dormir et c'est un pompier qui lui a parlé, qui l'a retrouvé. C'est un enfant qui parle, qui se nourrit, qui boit, qui raconte. Louis a justement raconté qu'il avait vu des voitures bleues au-dessus de lui. Il est vrai que les hélicoptères n'ont cessé de survoler la zone. Le dispositif imposant a donc fini par payer et hier soir, les sauveteurs ne cachaient pas leur joie pour une fois qu'une histoire se termine bien. Espiègle mais résistant le petit bonhomme. Louis a provoqué une belle frayeur. On aura compris que la sieste, c'est pas trop son truc. L'heure était au recueillement ce matin à Aumont, dans le Nord. Toute la ville a enterré les 2 victimes de la tornade de la semaine dernière. Il s'agit d'un couple de septuagénaires. Le mari était particulièrement impliqué dans la commune. Il était maire adjoint. Près d'1 millier de personnes sont venues rendre un dernier hommage au couple disparu. C'est ce que l'on appelle en sport un faux départ. L'ombre du doute pèse ce soir sur les athlètes français à Pékin, l'ombre chinoise pourrait-on dire. À l'issue de cette première journée de jeux, ils n'ont remporté aucune médaille. Cela n'était pas arrivé depuis 20 ans. Sur place Manuel Tissier, Jean-François Monnier. Les Bleus ont besoin de réconfort ce soir. Unique médaillé du judo français il y a 4 ans, Frédéric Jossinet a été balayé. Pour la Parisienne, les Jeux auront duré 25 secondes, le temps d'un contre. Foudroyant. À 32 ans, la vice-championne olympique d'Athènes va avoir du mal à s'en relever. Elle était à Pékin pour le titre, un rêve brisé. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar et que je vais me réveiller et que ça va repartir, mais je sais que c'est pas vrai, donc je sais que je m'apprête à passer des moments difficiles. La déception est moins vive pour Dimitri Dragin. Ce jeune Normand en kimono blanc a failli créer la surprise dans la catégorie des moins de 60 kilos. Il s'incline lors de ce combat pour la médaille de bronze, mais à 23 ans, il peut viser plus haut. Dans les yeux olympiques, on lit parfois l'angoisse. En ce premier jour, la famille de l'escrime attendait beaucoup de Carole Vergne et de ses copines sabreuses. Léonore Pérus et Anne-Lise Touillat éliminées au premier tour, la jeune Bretonne, soutenue par son clan, a elle aussi échoué. Allez, elle y va. Bretonne, c'est dommage. La parade, la réponse, c'est pour la coréenne. C'est pas possible. C'est un samedi noir pour le salle. Toutes les Françaises n'étaient pas en larmes aujourd'hui. Les handballeuses ont battu l'Angola 32-21 pour leur entrée dans le tournoi.
Une entrée matinale à 9 h locale, 3 h du matin en France. On est déjà allé en boîte à cette heure-ci, mais jouer à un match de hand c'est la première fois et on pense qu'on s'en est bien sorti. Le cube d'eau de Pékin n'est pas non plus une boîte de nuit. Mais les nageurs français ont bien l'intention d'y faire la fête. Ils ont battu 4 records nationaux aujourd'hui. Hugues Dubosc, Céline Couder, le relais 4x100 féminin et Aurore Mongel sur 100 mètres papillon. Certains sourires annoncent des jours meilleurs. On l'espère, et contrairement aux Français, les Américains, eux, sont en forme olympique. Voilà qui explique peut-être la décontraction affichée de George Bush aujourd'hui. Le président américain s'est livré à une petite séance de volley de plage avec les filles de l'équipe nationale. Il n'est pas allé jusqu'à tomber la chemise, mais il était visiblement ravi. Il faut dire que son pays est en tête ce soir en nombre de médailles. Elle en a 3, mais les États-Unis, mais une seule en or. Du coup, vous le voyez, c'est la Chine qui domine le classement général avec 2 médailles d'or. Comme prévu, le combat s'annonce donc rude entre la Chine et les États-Unis. Et le ton a été donné très tôt ce matin par une jeune haltérophile de 25 ans. Chen Xiexia a été la première à décrocher l'or pour son pays après avoir soulevé 95 kg à l'arraché et 117 kg à l'épaulé jeté. Pour la petite histoire, elle a failli ne pas participer à ces Jeux et sa fédération a hésité jusqu'au dernier moment avant de la sélectionner. Apparemment, elle a fait le bon choix. Autant dire qu'après 24 heures de jeu, le premier objectif des autorités chinoises est atteint, donner au peuple du spectacle et de la fierté. Les badauds aujourd'hui avaient les yeux et le cœur remplis des deux sur le parcours de l'épreuve de cyclisme. Il a traversé Pékin pour finir au pied de la Grande Muraille. Reportage Pascal Golomer, Sylvain Giom. Des bicyclettes autour de la place Tiananmen, c'est plutôt normal, mais pas à cette vitesse. Ce matin, le cyclisme sur route s'est offert au départ de la course un petit tour de Pékin à 60 km/h. Ils passeront ici, à Goëthier, dans une demi-heure à peine. Les bénévoles des comités de quartier sont en place depuis longtemps. Omniprésents dans la ville, ils sont les yeux et les oreilles des autorités dans chaque résidence. Pour les Jeux, ils ont reçu un t-shirt bien reconnaissable. Aujourd'hui, leur mission est claire. Nous sommes là pour garantir la sécurité durant la compétition, pour que tout se déroule dans le calme. Enfin, pour l'instant, le public ne sombre pas vraiment dans l'hystérie, loin de là. Des curieux, des lycéens aussi convoqués pour l'occasion. En attendant les coureurs, ils donnent volontiers leurs sentiments sur la cérémonie d'hier, vue à la télé. Moi, ce que j'ai préféré, c'est les tambours, parce que c'était vraiment chinois. Le spectacle a vraiment présenté la glorieuse histoire de la Chine, avec une nouvelle image. Ça y est, voilà les coureurs. 2 échappés et un peloton. Tout va très vite, le temps d'agiter les drapeaux, de prendre une photo, et c'est déjà fini. Un petit parfum des Jeux, éphémère. Moi, j'ai pas de ticket, alors maintenant je vais regarder les Jeux à la télé. Le public chinois va maintenant suivre les exploits de ses athlètes et le décompte des médailles d'or. Pour beaucoup, c'est désormais le seul spectacle qui vaut vraiment le coup d'œil. Oui, il faut quand même savoir que 842 millions de Chinois ont suivi hier la cérémonie d'ouverture à la télévision. En France, vous étiez près de 5 millions à regarder cet événement en direct sur France 2, soit près d'1 téléspectateur sur 2. Nous vous remercions et rassurez-vous, ce n'est pas fini. Le spectacle va continuer sur France Télévisions pendant 3 semaines. Un spectacle malheureusement endeuillé à Pékin par le meurtre d'un touriste américain aujourd'hui. Il a été poignardé alors qu'il se promenait dans un quartier historique de la ville. Un autre Américain qui l'accompagnait ainsi que leur guide chinois ont été blessés. On ignore les motivations de l'agresseur qui s'est ensuite suicidé. Ce soir, le comité international olympique a adressé ses condoléances à la famille des victimes qui se trouve être celle de l'entraîneur de l'équipe américaine de volley. L'autre drame qui touche par ricochet les Jeux, c'est la guerre qui s'est déclenchée entre la Géorgie et la Russie, alors qu'au même moment, la cérémonie d'ouverture annonçait à Pékin ce qui aurait dû marquer le début d'une trêve olympique. Ce soir, l'ensemble de la délégation géorgienne menace de quitter les Jeux. Des discussions seraient en cours avec le président géorgien qui a officiellement décrété aujourd'hui que son pays était en état de guerre. Guerre avec la Russie pour le contrôle de l'Ossétie du Sud. Les Géorgiens réclament ce soir un cessez-le-feu immédiat. Ils accusent les Russes d'avoir bombardé des civils. Ces derniers démentent, mais les images aujourd'hui disent bien autre chose. Attention, elles peuvent être parfois difficiles à supporter. Jean-Marc Ilouz. Il cherche un proche dans les ruines de sa maison détruite. Celui-là est encore hébété d'être toujours vivant. Gori, ce matin, après le passage de l'aviation russe, le chaos.
5 morts civils extraits de cet immeuble et ces vieillards que leur âge avait fait renoncer à fuir. Manifestement, les Russes bombardent eux aussi les villes, contrairement à leurs déclarations officielles. Un correspondant de la BBC parle de 60 morts au moins à Gori. Les avions partis, la panique précipite les habitants dans les rues à la recherche d'abris plus sûrs. À l'hôpital, les blessés se comptent par dizaines. 130 morts en 2 jours de guerre, affirme le gouvernement géorgien. Côté russe, voici l'un des 2 pilotes abattus par la Géorgie. Une douzaine de tués au combat et beaucoup de blindés détruits, mais pas de témoignages qui illustrent les 2000 morts attribués par Moscou au bombardement géorgien. Les Géorgiens se disent prêts à un cessez-le-feu, mais continuent d'acheminer des renforts vers le front. Leurs moyens restent bien limités face à ceux que la Russie continue cet après-midi de concentrer à sa frontière avec la Géorgie, et on est loin ce soir d'un début d'apaisement. Alors pour mieux comprendre les enjeux de ce conflit, il faut regarder une carte. Non seulement l'Ossétie se trouve à cheval entre la Russie d'un côté et la Géorgie pro-occidentale de l'autre, mais en plus la région est traversée par un projet d'oléoduc anglo-américain qui ne plaît pas du tout aux Russes, et pour cause, il permettrait d'approvisionner l'Europe avec du pétrole de la région sans passer par la Fédération de Russie. C'est donc dans ce contexte qu'il faut comprendre l'ensemble des réactions diplomatiques. Le président français Nicolas Sarkozy a proposé tout à l'heure un plan de sortie de crise. Bernard Kouchner doit se rendre dans les plus brefs délais sur place. En attendant, le ministre des Affaires étrangères est avec nous. Bonsoir, on va reparler de ce plan ensemble. Mais d'abord, je vous propose d'écouter les autres réactions dans le monde. Philippe Rochaud. La guerre en Ossétie est venue troubler la paix olympique à Pékin. George Bush a multiplié les contacts avant que le Premier ministre russe, Vladimir Poutine, ne rentre d'urgence dans son pays. Le président américain défend d'emblée la Géorgie. La Géorgie est une nation souveraine et son intégrité territoriale doit être respectée. Nous avons demandé l'arrêt immédiat de la violence et le retrait des troupes. Nous demandons la fin des bombardements russes. Le président de la Géorgie, qui s'est rendu au chevet des blessés, affirme que son pays ne fait que se défendre contre l'agression russe. Il se dit prêt à engager des pourparlers et appelle à l'aide. Il est temps de passer des paroles aux actes, car le conflit ne va pas disparaître. Cette nation se bat pour sa survie, mais nous nous battons aussi pour la paix mondiale. En arrivant ce soir à la frontière entre Russie et Géorgie, Vladimir Poutine dénonce de son côté ce qu'il appelle la politique criminelle du gouvernement de Géorgie. Il l'accuse de vouloir rejoindre l'OTAN, autrement dit de se vendre à l'Occident, entraînant, dit-il, d'autres nations dans des aventures sanglantes. Une délégation européenne et américaine se rend en Géorgie ce soir. Les pays baltes et le président polonais demandent la réunion d'urgence d'un sommet européen. Bernard Kouchner, bonsoir. Il y a quelques minutes, le président Nicolas Sarkozy a parlé d'un plan de sortie de crise. Vous devez vous rendre demain sur le terrain. Qu'est-ce que vous comptez dire aux belligérants? D'abord qu'il faut arrêter. C'est une guerre terrible, brutale, redoutable, pour un enjeu microscopique. Vous savez, il y a 20 000, 30 000, peut-être 40 000 habitants en Ossétie du Sud. Et les explications sont nombreuses. Mais enfin, ne rentrons pas dans... Vous dites on va leur dire d'arrêter, mais enfin, pardonnez-moi, ils ne vous attendent pas pour ça. Mais vous savez, il ne suffit pas d'espérer pour entreprendre. Mais si, il suffit d'espérer pour entreprendre. Bien sûr qu'on peut aussi ne pas écouter nos conseils. Mais les 27 pays de l'Europe sont décidés à fermement demander l'arrêt des conflits, tout de suite, du conflit, des conflits, enfin bref, qu'on reste sur les positions et qu'on se retire sur celles qui étaient antérieurement les positions internationales. Il faut donc que cessent les bombardements sur la population civile, il faut dire aux Russes que ça n'est pas possible de continuer comme ça, et il faut dire aux Géorgiens qu'ils fermement l'opération russe ce soir, comme le fait les États-Unis. Vous condamnez cette opération russe ce soir? Mais je condamne la guerre, je ne vais pas distribuer les labels provocation, réponse aux provocations, etc. C'est toujours comme ça dans les guerres, hélas. Et ce sont les civils, toujours comme ce qu'on vient de voir, qui subissent les conséquences. Il y aurait des milliers de victimes. Donc il faut que ça s'arrête, et il faut en effet que les troupes russes reviennent
à leur base de départ, de l'autre côté de la frontière, mais c'est compliqué, parce que certaines troupes russes étaient chargées de défendre le plan de paix des Nations Unies depuis les années 90. Oui, d'ailleurs, elles sont plus très crédibles aujourd'hui pour le faire, étant donné qu'elles sont maintenant partie belligérante. Voilà ce que vous dites, mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus céder à la provocation, et il faut revenir sur ses positions antérieures. Et puis, il faut qu'il y ait un règlement international, sans doute avec l'ONU, avec la participation de l'Union européenne, qui est là, présente, qui peut à la fois délivrer des secours pour le moment, et puis peut-être garantir la paix. Alors justement, l'Union européenne, le président Sarkozy est aussi président de l'Union européenne. Est-ce qu'il va convoquer, comme le dit aujourd'hui le président polonais, un conseil extraordinaire, un sommet européen extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement? Je suis heureux que le président polonais le dise. J'espère que ce conseil aura lieu. Pour le moment, il y aura, à notre retour de Tbilissi et de Moscou, un conseil avec le ministère des Affaires étrangères, les ministres des Affaires étrangères des 27 pays, et puis nous verrons s'il est possible, je l'espère, qu'il y ait un conseil avec les chefs d'État, parce que ça aurait quand même une signification politique majeure que les 27 pays de l'Union européenne se mettent d'accord pour intervenir très directement, non pas pour faire la guerre, mais pour le faire, arrêter parce la que guerre. Les pays baltes sont très clairs ce soir. Ils parlent d'impérialisme russe. Est-ce que ça va être la position de l'Europe, la position commune? Non, ça ne va pas être la position de l'Europe. Ça ne sert à rien d'injurier les gens. Alors l'Europe va se diviser sur cette question? Mais pas du tout. Qui vous dit qu'elle est divisée? Ils sont plutôt d'accord pour aller plus loin encore, les pays baltes. C'est pas du tout une division. Tout le monde est d'accord pour condamner cette guerre. Tous les pays européens, avec des nuances qu'il faudra laisser paraître, bien sûr, mais surtout massivement demander l'arrêt du cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des combats. Condamner, c'est une chose. Si les Russes ne retirent pas leurs troupes, est-ce que vous allez officiellement condamner la Russie? Mais nous avons condamné la guerre, nous avons condamné des deux côtés l'intervention, nous continuons de le faire. Ce sont les Russes qui ont franchi la frontière. Il y avait un règlement international pour que ce pays, à côté d'ailleurs de l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, soit sous un mandat et un contrôle avec une espèce de vocation à faire la paix un jour. Alors maintenant, ça a été complètement brisé, les troupes sont entrées de part et d'autre, il faut qu'elles se retirent, il faut que les populations civiles soient protégées et surtout qu'elles soient soignées pour le moment, et plus tard nous verrons comment un règlement international devra à nouveau se mettre en mouvement. Mais vous savez, d'abord il faut arrêter les combats, c'est ça qui compte. Alors il y a des gens qui veulent le faire immédiatement, avec quels moyens, d'autres qui veulent le faire dans un délai raisonnable, avec des propositions politiques. Ces deux-là vont se mettre ensemble, il s'agit des pays européens, nous sommes responsables de notre environnement. Merci Bernard Kouchner d'avoir accepté de venir nous voir avant de partir dès demain donc pour la Géorgie. On revient en France, il n'y a plus d'incendie ce soir dans le sud-est, après avoir repris dans la nuit, apparemment à la suite d'un geste criminel, celui du massif des Calanques près de Marseille a été fixé, 60 hectares de garrigues ont brûlé. À Gassin, dans le golfe de Saint-Tropez, les vacanciers en ont été quittes pour une bonne frayeur. Un club équestre a même dû être évacué en pleine nuit, mais aucune habitation n'a été touchée. Et puis toujours dans le Var, sur le camp militaire de Cangeers, la situation est ce soir sous contrôle, mais plus de 300 hectares de maquis et de forêt sont tout de même partis en fumée à la suite d'une explosion volontaire d'un obus déclenché hier matin. Si vous êtes en vacances sur une plage, vous en avez peut-être croisé, les vendeurs à la sauvette de contrefaçon n'ont jamais été aussi nombreux. C'est bien que certains clients finissent par penser que tout cela est normal et qu'on peut acheter sans risque. Eh bien méfiez-vous, la loi est très stricte en la matière et la douane ne badine plus avec les fraudeurs. Vous allez le voir dans cette enquête de Renaud Bernard et Nicolas Auer, c'est notre grand format de ce soir. C'est la sortie des plages. Ils sont là, au vu et au su de tout le monde. Des sacs, des montres, des paires de lunettes. La ressemblance avec les grandes marques est troublante. Tout ça, ça ressemble à des marques. Hein? Par exemple, ça ressemble à Dior. Illustration du phénomène. La plus grosse saisie de l'été a eu lieu à Fréjus il y a 10 jours. 27 500 pièces contrefaites. Il y avait les bagues Chanel, vous voyez là-dessus? Des bijoux, des ceintures, des montres. Le grossiste s'était installé au camping pour la saison, dans ce bungalow. Pour écouler sa marchandise, 4 stands aux abords des plages. Tout le monde était au camping, les clients, le contrefacteur. Il avait même mis un stand, un étal dans le camping, dans lequel on a retrouvé partie de ces produits. C'est touristique, il y a beaucoup de personnes dans la région, on a 400 000 personnes. Pour l'essentiel, les produits contrefaits arrivent d'Italie. Pour les douaniers à la frontière, c'est la pêche miraculeuse. C'est pour le petit. Il n'y a rien de, je veux dire, on n'en fait pas un commerce. C'est pour la grand-mère. Ah non, mais on n'en fait pas un commerce. Oh, attendez, il y a 6 t-shirts. Hein. 6 t-shirts pour le gamin, hein, je veux dire, c'est pas... Je vais pas le payer, ah bah voilà, donc vous avouez que c'est de la contrefaçon. Mais c'est pas de la contrefaçon. Ah bah si, vous êtes en train de me dire que vous ne seriez pas capable de mettre 200 € pour acheter un vrai, donc c'est bien que c'est de la contrefaçon. Voilà.
Il n'y a pas que 6 t-shirts, madame. Non, 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 le sac pour mon fils pour l'école. Voilà. Et voici un sac de plus. Le délit est d'autant plus constitué que le conducteur est policier. Écoutez, il ne se démonte pas. Non. Ah, là, ça risque pas, hein. Ah. Avec tout ce que vous avez ramené... Oui, pas mal chose. La douanière restera incorruptible. L'intransigeance explique derrière chaque achat, il y a une mafia. En fait, il y a des réseaux et des mafias qui sont constitués à cette fin pour recycler de l'argent issu d'autres trafics. C'est un trafic qui est extrêmement lucratif parce que la qualité de la marchandise est très médiocre. Là, vous avez vu des contrefaçons qui sont d'origine asiatique et dont le prix de revient est dérisoire. La preuve avec ces contrefaçons, 50 000 € la valeur réelle, prix à la vente 500 000 €, 10 fois plus. Mais cette fois, elles ne rapporteront rien. Elles termineront au pilon. Téléphoner en voiture à condition d'être en mode main libre, ce n'est pas si grave si l'appel est bref. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire d'État au transport lui-même. Autant dire que cette petite phrase de Dominique Bussereau a vivement irrité aujourd'hui les associations de victimes de la route. Laetitia Legendre, Philippe Jasselin. Pris en flagrant délit de portable au volant, l'automobiliste... C'est interdit ce que vous faites là. Bon, attends, je te rappelle. Faites kit main libre. Vous voulez quoi? N'est pas toujours très réceptif à nos questions. J'en ai pas. Et je vais travailler. Même pas de kit main libre, pourtant répandu et seulement toléré par la maréchaussée. Hier, le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, a même déclaré sur une radio que l'on peut téléphoner avec son portable en main libre pour une conversation rapide. Côté usager, rien de plus normal. Si on a une oreillette, je vois pas le problème, puisqu'on autorise les GPS. Et le GPS, c'est plus dangereux, faut regarder, manipuler, etc. C'est toléré, mais jusque-là, lorsque je me suis fait interpeller ou arrêter, les policiers l'autorisaient. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Et pourtant, selon une étude réalisée l'an dernier, 7 à 8% des accidents pourraient être évités en interdisant tout portable au volant. La réactivité des conducteurs qui téléphonent baisserait d'un tiers. Les propos du ministre ont donc choqué les associations de victimes de la route. On sait qu'il y a 4 fois plus de risques d'avoir un accident lorsque l'on téléphone en conduisant. Donc pour nous, cette déclaration n'est pas acceptable. Ces associations demandent donc au ministre de revenir sur ces déclarations. L'an dernier, plus de 400 000 infractions pour usage de portable au volant ont été relevées sur 4 roues comme sur 2. Si vous avez toujours rêvé de devenir un lord britannique, eh bien c'est le moment. Rendez-vous sur eBay, le site de vente aux enchères sur Internet. Un vrai lord propose au plus offrant son titre, son manoir et ses 2 Bentley. Correspondance à Londres, Arnaud Boutet. Le domaine offre une vue imprenable sur la mer. Sur Internet, il y a d'abord les murs, 9 chambres, avec autour 2 hectares de terrain. Mais pour véritablement mener une vie de château au sud-ouest de l'Angleterre, cet homme propose son titre, celui de Lord du manoir de Warleaf. Il le vend avec une collection d'œuvres d'art, 2 Bentley et un hôtel. Le tout sur le site des enchères eBay, valeur estimée 7 millions d'euros. David Piper, lord désargenté et malade, veut partir se faire soigner et tout quitter en un clic de souris. Je suis très excentrique. J'aime que l'on parle de moi de façon très étrange. Depuis 5 ou 6 ans, on dit l'excentrique Lord de Warley. Eh bien, l'excentrique Lord veut vendre son titre excentrique et son style de vie. Tout aussi excentrique, sa recherche de l'âme sœur. C'était en 2002, via une petite annonce. David Piper avait reçu 2000 réponses avant de choisir une jeune roturière d'origine mexicaine. Mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur, l'idylle n'avait duré que quelques jours. Concernant le prochain lord du manoir, les enchères s'achèvent lundi à 15 h et elles bousculent la tradition, car pour acquérir un titre, il faut généralement descendre d'une famille d'aristocrates. La reine peut aussi anoblir pour service rendu à la nation. Acheter son titre ne permet pas de siéger à la Chambre des Lords. La méthode manque de prestige, mais elle se révèle simple et offre une pseudo-distinction dans la campagne anglaise. Preuve que dans ce pays très libéral, désormais, tout se vend. On en vient maintenant à notre série du week-end sur les plages secrètes de France. Quand on pense plage, on pense forcément à la mer. Eh bien, c'est un tort. Reportage dans les Vosges, Stéphanie Lafuente, Jean-Pierre Pasteur. D'abord, trouver la route. Un corridor sinueux qui monte dans la forêt. Puis avaler les 2 derniers kilomètres à pied,
Ici, les voitures sont interdites. Un petit sacrifice avant le grand plongeon dans le lac du Chissrotride. Ce lac est en fait un barrage construit il y a plus d'1 siècle pour alimenter les scieries de la vallée voisine. Aujourd'hui une plage à 1 heure à peine de Colmar, à condition bien sûr de connaître le chemin. Il faut le mériter. Pour venir ici, il faut le mériter, alors on marche. On a demandé s'il y avait un lac dans les environs et un monsieur nous a fait un plan super détaillé. C'est un petit peu perdu quand même. Mais et puis on est arrivé là, on a pris les sacs à dos et voilà. Perdu, et on est ravis. Vous êtes perdu? Ah oui, c'est perdu quand même ici. Il faut connaître. Niché dans un écrin de sapin, le Chissroth est connu des marcheurs et de la plupart des habitants de la vallée de Münster. Ça fait longtemps, hein. Je suis de la vallée, donc on montait déjà en étant jeune, en vélo, après en mobilette, et voilà, on a passé notre jeunesse là-haut un peu. Puis maintenant je monte avec mes enfants. On est privilégiés, hein. Ça fait pas trop de monde. Puis comme dit, on se retrouve en général, c'est des habitués qui viennent là. Pas de plage bondée, mais côté température, ce n'est pas non plus la Côte d'Azur. 19 degrés, un maximum, de quoi frissonner une fois la plongée terminée. Parce que l'eau elle est fraîche, donc forcément on a froid. Mais ça vous empêche pas de sauter? Non. Sur le versant alsacien des Vosges, il existe une vingtaine de lacs comme celui-ci, îlots de fraîcheur à quelques ricochets seulement des villes de la plaine. Encombré en revanche, les routes l'étaient aujourd'hui. On a compté au plus fort de la journée, à midi, jusqu'à 536 km de bouchons, essentiellement dans le sens des départs, mais aussi pour les retours dans le sud de la vallée du Rhône. La situation s'est ensuite progressivement améliorée. Bison Futé avait vu rouge pour aujourd'hui. Demain, en revanche, ce sera vert, excepté dans le sens des retours sur le quart sud-ouest du pays, classé orange. Chassé-croisé aussi dans le ciel pour ce week-end. Chassé-croisé d'étoiles filantes. C'est théoriquement ces jours-ci qu'on peut les admirer le mieux. Un peu partout en France, les astronomes en culottes courtes ont donc sorti leur télescope. Reportage la nuit dernière sur les hauteurs de Nice. Olivier Théron, Vigilardo. Pour parler des étoiles, c'est mieux avec un sabre laser. Cette étoile, c'est l'étoile polaire. C'est autour de cette étoile que semble tourner l'ensemble du ciel. Dans les arènes antiques de Cimiez, comme peut-être les Romains il y a 2000 ans, tous les regards se perdent dans les étoiles. La voûte céleste se visite avec les yeux. On peut voir Jupiter, attention, il n'est pas extrêmement beau. Ça sera bien pour voir la différence justement. Là, on l'a dans les nuages. Tout à l'heure, je suis sûr qu'on pourra le regarder en dehors des nuages. Les lunettes et les télescopes pour aller de planète en étoile sont mises à la disposition par 2 associations. Ferme l'œil de droite et regarde avec l'œil de gauche. Normalement, tu dois voir une grosse tache floue avec des étoiles à côté. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, c'est franchement spectaculaire. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, donc c'est impressionnant. Jupiter et ses lunes, la Grande Ourse, Andromède, ces millions d'univers à des milliards d'années-lumière, pour peu qu'on lève les yeux, passionnent toujours autant. Maintenant, c'est plus mystique le ciel. Maintenant, on sait ce que c'est. Une étoile, c'est du gaz, on le sait. Mais malgré tout, il y a toujours la fascination. Même si on sait physiquement ce qu'est un astre, ben on adore le regarder quand même. Une étoile filante, c'est un petit gravier qui rentre dans l'atmosphère. C'est tout près de nous, ça se passe ici, au ras de l'atmosphère. Et oui, une étoile filante n'est pas une étoile, mais un peu de poussière de comète. Pas de quoi s'empêcher de faire un vœu. Et la planète football reprend aussi son activité ce soir. C'est reparti pour une année de Ligue 1. Au menu, un Lyon affamé qui cherche son 8e titre, des Marseillais qui aimeraient s'essayer et des Bordelais qui y ont cru la saison passée et qui rêvent d'un meilleur millésime à Rontanzit. Les mélomanes amateurs de football connaissent bien la chanson. Les présentateurs changent, le champion reste le même. Victoire historique de Lyon qui obtient après plus d'un demi-siècle de patience son premier titre de champion de France de football. Le sacre des Lyonnais. Les Lyonnais sacrés champions de France avant même leur match aujourd'hui à Paris. Le 6e titre de l'Olympique lyonnais. Depuis 2002, l'OL domine le football français et selon les entraîneurs et les joueurs de Ligue 1, Lyon est encore favori cette saison. Un sondage place les Lyonnais en tête des suffrages pour un 8e titre devant Marseille et Bordeaux. Des Girondins qui la semaine dernière remportaient le trophée des champions face à Lyon. Avec Gourcuff arrivé de Milan et Gouffran de Caen, les Bordelais ont de quoi faire trembler l'ogre lyonnais. À Marseille, Ben Arfa est arrivé. Djibril Cissé, lui, est parti pour rester. Du coup, l'OM et son attaque de feu sont un sérieux candidat au titre.
Du côté de Paris, on n'en est pas encore là, mais avec les arrivées de Claude Makélélé et Ludovic Duly, plus les anciens qui sont restés, le PSG veut revenir vers les sommets. J'ai pas envie de partir et voir le club exploser dans le bon sens du terme et me dire putain j'ai raté, j'ai fait que les années de merde et j'ai raté les bonnes années. Un autre défi à relever, celui du spectacle. L'an dernier, avec une moyenne de 2,28 buts par match, le championnat français était le moins offensif d'Europe. Des 0-0 à l'appel, des maladresses, des occasions gâchées. La saison reprend ce soir aux joueurs de trouver le bon tempo pour faire danser les statistiques et faire trembler les filets. On va partir maintenant au pays des cigales et des oliviers, là où le Mistral court sur une scène plusieurs fois centenaire. Le festival de Ramatuelle bat son plein ce week-end, avec un grand absent bien sûr, son fondateur Jean-Claude Brialy, et un nouveau directeur que ce dernier n'aurait pas renié, Michel Boujna. Un reportage Abdel Mostefa, Yann Moine. Le village de Ramatuelle, concentré de Provence, associé à un visage et un nom. Jean-Claude Brialy, directeur artistique d'un festival de théâtre et de musique pendant près d'un quart de siècle, aux côtés de Jacqueline Franjou. L'été dernier, alors que l'on rendait hommage aux comédiens disparus, la présidente a eu un flash, Michel Boujna. Je n'aurais jamais choisi un directeur artistique si je ne savais pas que quelque part là-haut, Jean-Claude m'aurait dit non. Donc Michel, il adorait Michel. Michel le faisait beaucoup rire. Et puis c'est un homme du Sud, et puis c'est un homme généreux, et puis c'est le petit frère de Jean-Claude quelque part. Fin d'après-midi, sous les yeux de Brialy, le Mistral s'engouffre dans le théâtre en plein air. Ah, si j'ai vu les pompiers passer sur la route. Il y a des feux. Bah oui, mais dès qu'il y a du vent, il y a des feux. Des feux à Draguignan et des feux à Fréjus. Descendre de la terrasse. Sous les assauts du vent, le décor flanche à quelques minutes du spectacle. Michel Boujna s'active en coulisses. Finalement, la pièce se jouera. Les Belles-Sœurs, ou l'histoire de trois frères ayant plus ou moins flirté avec la même femme. Bonsoir Yvan. Bonsoir Talia. Mon épouse. Mais oui, bien sûr. Mathilde, c'est ça? Ça, oui. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah bon? Avis de tempête dans les couples, tonnerre d'applaudissements, traditionnelle pluie de coussins, voilà pour le bulletin météo à Ramatuelle hier soir. Michel Boujna, que l'on retrouve en direct de Ramatuelle, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu dans le reportage porter les décors et lutter contre le Mistral, ça n'a pas l'air de tout repos, le métier de directeur de festival. Non, hier soir c'était la folie du théâtre en plein air avec le vent, l'inquiétude des acteurs, la tendresse du public parce que le public connaît ça et était tout à fait avec nous. Et puis le spectacle s'est déroulé et c'est ça le plus important, et le public était content et c'est ça surtout le plus important. Ce qui est étonnant, c'est que vous parlez de l'inquiétude des acteurs, mais on ne le connaît pas ce trac chez vous en tant que comédien. En revanche, là, on a le sentiment que vous l'avez en tant que directeur de festival. C'est vrai ou pas? C'est horrible, parce que quand je joue, j'ai le trac pendant avant, et puis quand je rentre en scène, et puis après il disparaît. Là, j'ai le trac pendant tout le spectacle. Jusqu'à la fin, je regarde, je surveille, je fais attention à tout. Je ne savais pas que je vivrais cette aventure avec autant de passion. Vous passez un très mauvais été, si je comprends bien. Non, c'est magnifique, c'est un festival magnifique, c'est un théâtre magique. Et vous vous rendez compte, ce soir, il y a Jean-Louis Trintignant, demain il y a Arthur, après-demain il y a La Vie devant soi avec Myriam Boyer. C'est un spectacle qui a eu 3 Molières, et on clôture avec Véronique Sanson. Avant, il y a eu Le Grand Corps Malade. Il y a eu du slam d'ailleurs. Hein. C'est étonnant, Ramatuelle. C'était une provocation ou une conviction chez vous de mettre du slam à Ramatuelle? Mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas une provocation, pas du tout. C'est faire le grand écart dans tous les styles, autant qu'on peut le faire. C'est avoir une programmation complètement ouverte. Il n'y a pas de clocher, il n'y a pas de style déterminé. Il y a une chose, c'est montrer du spectacle vivant aux spectateurs, et tous les styles de spectacle vivant. C'est pour ça que dans les années qui suivent, on aimerait faire venir aussi des spectacles du théâtre subventionné. On aimerait faire venir Abdel Malik, mais aussi Claude Brasseur et fils dans Père et Fils. Le mélange des genres. Montrer au public que ce festival, c'est un festival qui est ouvert
et ouvert sur tous les styles. C'est ça le bonheur de ce festival. Comment, Michel Boujna, c'est ça qu'ont bâti Jean-Claude Brialy et Jacqueline Franjoux. Alors justement, comment est-ce qu'on imprime sa marque lorsque l'ombre de Jean-Claude Brialy plane encore de manière assez forte sur cet amphithéâtre? Mais je ne veux pas que l'ombre de Jean-Claude Brialy disparaisse. Bien au contraire, il est là, il m'accompagne. Il n'est pas question pour moi de prendre sa place. Personne ne prend la place de personne. Au contraire, je continue. Et vous l'avez remarqué vous-même d'ailleurs, quand vous me parlez de Grand Corps Malade, qui a fait une soirée ici, mais bouleversante. Vous me dites, est-ce que c'était une provocation? Comme si c'était une chose nouvelle. Au fond, c'est la continuité. Je vais continuer, je vais essayer de faire comme Jean-Claude, aller plus loin, mais le faire avec ma personnalité, le faire sans imiter Jean-Claude, parce que ça serait insupportable. Et vous voyez bien que je suis bien incapable. Mais en donnant à ce festival et en essayant de continuer à faire le grand écart entre des styles. On avait Don Juan de Molière avec Toretton, on avait le Grand Corps Malade, mais on a eu aussi Délit de fuite avec Roland Giraud. Vous voyez, et ça permet au public de découvrir dans le même lieu, qui est un lieu incroyable, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est vraiment magnifique, ça permet de découvrir tous les styles qui existent. Demain Arthur, après-demain La vie devant soi, vous imaginez la différence entre ces deux spectacles. En effet. Et ce soir Jean-Louis Trintignant. Merci Michel Boujna. Merci beaucoup. Et puis je sais que je suis bavard. Bon grand écart et puis bonne suite pour le festival. Je rappelle qu'il s'achève le 12 août. Merci. Avant de refermer ce journal, vivre à Mathuel. Et vivre à Mathuel. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le président de Géorgie a officiellement décrété aujourd'hui l'état de guerre dans son pays, guerre face à la Russie qui inquiète le monde entier ce soir. La diplomatie internationale s'est donc mise en marche. Bernard Kouchner, qui était notre invité, a demandé ici même tout à l'heure l'arrêt des combats et le retour des troupes russes à leur base. Il doit se rendre sur le terrain dès demain et par ailleurs un sommet des ministres européens des affaires étrangères sera convoqué la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Isabelle Martinet, suivi de Fort Boyard à 20h50. Pour les amateurs de sport et les lève-tôt, le direct avec Pékin reprend dès 3h45 demain matin. Pour ma part, ce sera à 13h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.